Il était le génie du rire français, un tourbillon d'énergie comique dont le visage expressif, le timing parfait et l'humour burlesque ont captivé des générations. Louis de Funès, l'un des acteurs les plus aimés de France, a illuminé le cinéma des années 1960 et 1970 avec des chefs-d'œuvre comme Les Aventures de Rabbi Jacob, La Grande Vadrouille et la série du Gendarme. Comme il l'a si bien dit, le rire est la plus courte distance entre deux personnes. Il a consacré sa vie à offrir de la joie à des millions de spectateurs, mais derrière les éclats de rire se cachait une vie marquée par des luttes, des tragédies familiales et une santé fragile. Dans cet épisode spécial de Hollywood Inside, nous explorons le parcours tumultueux de Louis de Funès. Une enfance dans la pauvreté, une ascension semée d'embûches vers la gloire, une vie privée complexe faite d'amour, de pertes et de contradictions, et une fin tragique qui a bouleversé la France. À 68 ans, sa mort a laissé un vide immense, mais son héritage comique continue de résonner dans le monde entier. Likers, abonnez-vous et activez la cloche pour plonger dans cette saga captivante, mon pote. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le rire, celui qui a transformé ses épreuves en un art comique universel. Louis de Funès, né Louis-Germain David de Funès de Galarza le 31 juillet 1914 à Courbevoie, dans les Hauts-de-Seine, grandit dans un monde marqué par l'instabilité et la précarité. Ses parents, Carlos Luis de Funès de Galarza et Léonore Soto Regras, étaient des immigrés espagnols ayant fui Séville et la Galice en 1904 pour échapper à l'opposition de leur famille, qui désapprouvait leur union. Carlos, issu d'une lignée noble liée au comte de Galarza, et Léonore, originaire d'un milieu aisé, rêvait d'une vie prospère en France. Mais la réalité fut cruelle. Carlos, autrefois avocat en Espagne, se retrouve à tailler des diamants, un métier qui ne suffit pas à maintenir le statut aristocratique de la famille. Nous sommes passés de la grandeur à la lutte en un instant, confiera Léonore à son fils. La situation s'aggrave dramatiquement vers 1919, lorsque Carlos, accablé par des échecs financiers, simule son propre suicide. Laissant ses chaussures, son chapeau et une note près d'un canal parisien, il fait croire à sa mort avant de s'enfuir en Amérique du Sud, espérant y refaire fortune. Au lieu de richesse, il contracte la tuberculose et meurt loin de sa famille, abandonnant Léonore et leurs enfants. « Mon père a disparu, et avec lui, toute sécurité », dira Louis dans une rare interview. À seulement 5 ans, Louis doit affronter cet abandon, qui marque profondément son enfance et forge son caractère. Léonore, avec son tempérament ardent, lutte pour survivre dans un modeste appartement à Courbevoie. Selon le biographe Bertrand Dical, elle affronte les commerçants locaux avec une détermination féroce, exigeant du crédit pour nourrir ses enfants. Ces scènes publiques, où elle crie et tape du pied, humilient le jeune Louis. « J'avais honte, je me cachais pour ne pas voir les regards des voisins », confiera-t-il. Pourtant, ces éclats de colère de Léonore, décrits par le réalisateur Georges Lautner comme « des tempêtes théâtrales », deviennent une source d'inspiration inattendue. Le personnage comique que je suis devenu, c'est ma mère. Ses colères, ses gestes, je les ai portés sur scène, dira Louis. Cette énergie explosive, ces mimiques outrancières qu'il déploiera dans ses rôles trouvent leurs racines dans ses souvenirs d'enfance. Dans ce climat d'insécurité financière, Louis découvre l'humour comme un mécanisme de survie. Incapable de changer sa réalité, il amuse ses camarades avec des grimaces, des plaisanteries et des imitations, transformant l'embarras en rire. Faire rire, c'était ma façon de reprendre le contrôle, de rendre la vie plus légère, expliquera-t-il. Cette capacité à transformer la douleur en comédie deviendra la pierre angulaire de son génie. À l'école, au prestigieux lycée Condorcet à Paris, Louis est un élève distrait, étiqueté comme « moyen » par ses professeurs. « J'étais un rêveur, pas fait pour les études », avouera-t-il. À 16 ans, il abandonne le lycée, incapable de s'imaginer dans une carrière conventionnelle. Il se tourne alors vers la musique, trouvant refuge dans les clubs de Pigalle, où il joue du piano jazz. Surnommé « Fufu » par ses amis, il divertit le personnel avec ses mimiques et ses facéties. « Pigalle m'a appris à faire rire avec un regard, un geste, une note », confiera-t-il. Ces années formatrices, marquées par la pauvreté et l'absence paternelle, façonnent un homme résilient, déterminé à transformer ses faiblesses en force. Louis montre également un talent précoce pour les langues, parlant couramment français, espagnol et anglais, héritage de ses origines. Sa passion pour le dessin et la musique lui offre un réconfort face aux luttes familiales. « La musique était mon refuge, une façon de m'échapper », dira-t-il. Ses soirées à Pigalle, bien que modestes, sont déterminantes. En jouant du piano, il expérimente des gags physiques, attirant l'attention des serveurs et des clients. « Mon premier public, c'était 3 serveurs et un barman », plaisantera-t-il. Ces moments posent les bases de son style comique, mêlant rythme musical et gestuelle théâtrale. Dans les années 1930, Louis de Funès enchaîne les petits boulots pour survivre. Vitrier,
cireur de chaussures, gratteur de sol, employé de banque. J'ai tout essayé, sauf la gloire, plaisantera-t-il plus tard. En 1933, à 19 ans, il est renvoyé d'un lycée après un incident impliquant un feu accidentel, qu'il aurait causé en jouant avec des produits chimiques, comme le sodium hyposulfite, un nom qui le faisait hurler de rire des années plus tard. Cet incident était un signe. Je n'étais pas fait pour la chimie, mais pour le spectacle, dira-t-il à Georges Lautner, avec qui il partageait ce souvenir. Ce renvoi marque le début d'un cycle de chômage et d'emploi éphémère, où il est souvent licencié pour son manque de sérieux. J'étais toujours viré, mais je rebondissais, confiera-t-il. L'éclatement de la Seconde Guerre mondiale en 1939 bouleverse à nouveau sa vie. À 25 ans, Louis est mobilisé, mais son petit gabarit, 1,65 m, 54 kg, et les antécédents de tuberculose dans sa famille le rendent inapte au service actif. Affecté à des tâches non combattantes, comme des travaux de terrassement près de la Marne pendant la drôle de guerre, il divertit ses camarades en imitant Maurice Chevalier avec un talent remarquable. « Je n'étais pas un soldat, mais je pouvais faire sourire, et c'était ma victoire », dira-t-il. En avril 1940, une suspicion de tuberculose, probablement erronée, le fait réformer. « J'ai cru que j'avais échappé à la guerre par une erreur de dossier, et j'en étais presque reconnaissant », confiera-t-il, marqué par l'incertitude de cette période. La tragédie frappe en mai 1940, lorsque son frère Charles, mobilisé dans le 152e régiment d'infanterie, est tué lors de l'offensive allemande à Saulx-lès-Rethel. Louis, à 26 ans, devient le tuteur légal de son neveu orphelin, Édouard, bien qu'il soit trop démuni pour l'élever lui-même. Sa tante prend en charge l'enfant, tandis que Louis lutte pour survivre sous l'occupation allemande. Il reprend ses petits boulots, travaillant comme pianiste dans des bars parisiens. Le producteur Eddie Barclay, qui le rencontre à cette époque, se souvient, Louis ne lisait pas la musique, mais son oreille était magique. Il jouait avec une énergie qui captivait tout le monde. En 1942, dans un bistrot de la Madeleine, Georges Lautner le voit sauter sur le piano pour chanter, mêlant musique et comédie. C'était déjà un spectacle, il transformait un bar en théâtre, dira Lautner. En 1942, Louis s'inscrit au Conservatoire international de jazz à Paris, dirigé par Charles Henry, où il rencontre Jeanne Barthélemy, secrétaire du directeur, qui deviendra sa seconde épouse. Il croise également des futurs stars comme Raymond Legrand, Robert Derry et Albert Resnais. Cette période renforce son amour pour la musique et la comédie. La même année, il rejoint le cours de théâtre René Simon, où son talent pour la comédie physique attire l'attention. « J'étais trop petit pour jouer les héros romantiques, mais parfait pour les fous », plaisantera-t-il. Une rencontre fortuite avec Daniel Gélin dans le métro marque un tournant. Je sortais d'un wagon de première classe, il montait en seconde. Il m'a crié « Appelle-moi demain, j'ai un rôle pour toi », racontera Louis. En 1945, à 31 ans, il fait ses débuts au cinéma dans La Tentation de Barbizon, jouant un portier de cabaret avec une réplique mémorable. Eh bien, il en a eu pour son compte aujourd'hui. Livré avec un timing comique parfait, cette phrase marque le début de sa carrière cinématographique, bien que les années suivantes soient marquées par des rôles secondaires, souvent non crédités. Pendant l'occupation, Louis échappe de justesse au service du travail obligatoire, STO, en Allemagne grâce à la ruse de son concierge, qui prétend aux autorités qu'il a quitté la ville. « Ce concierge m'a sauvé la vie », dira-t-il. Ces années de précarité, où il jongle entre petits boulots et aspirations artistiques, forgent sa ténacité. Il donne des leçons de piano le jour et joue dans des clubs la nuit, tout en cherchant des opportunités au théâtre. « Je vivais pour la scène, même si elle était minuscule », confiera-t-il. Dans les années 1950, Louis de Funès lutte pour se faire un nom. Il enchaîne les rôles secondaires dans les films de Sacha Guitry, comme La Poison, 1951, et Si Versailles m'était compté, 1954, où ses éclairs comiques captent l'attention. Guitry m'a appris la précision. Chaque mot, chaque geste compte, dira-t-il. En 1952, il rejoint la troupe des Branquignoles, dirigée par Robert Derry, où il perfectionne son style burlesque. Les Branquignoles étaient une école. On apprenait à faire rire avec rien, expliquera-t-il. Son fils Olivier se souvient, mon père courait d'un théâtre à l'autre, d'un plateau à l'autre. Il vivait pour jouer, même pour un public de 10 personnes. En 1956, son rôle de Jambier, un commerçant lâche mais rusé, dans La Traversée de Paris, face à Jean Gabin et Bourvil, lui vaut une reconnaissance critique. Bien que bref, son interprétation marque les esprits. J'ai compris que je pouvais voler la vedette en 5 minutes, confiera-t-il. En 1957, il décroche son premier rôle principal dans Comme un cheveu sur la soupe, remportant le Grand Prix du Rire. Le film Ni vu ni connu, 1958, où il joue un braconnier astucieux, consolide sa popularité.
France Dimanche le qualifie des « acteurs le plus drôle de France », un titre qui marque un tournant dans sa carrière. Le triomphe arrive en 1959 avec la pièce Oscar, où Louis incarne un employé de banque irascible avec une énergie débordante. La pièce, jouée à guichet fermé à Paris, définit son personnage signature. Un homme colérique, gesticulant, pris dans des situations absurdes. Oscar m'a donné ma voix, mon style, dira-t-il. Adaptée au cinéma en 1967, la pièce devient un classique. Sa collaboration avec Jean Giraud dans Le Gendarme de Saint-Tropez, 1964, et Fantomas, 1964, le propulse au sommet. En 1966, La Grande Vadrouille, avec Bourvil, attire 17 millions de spectateurs, un record historique. J'ai enfin trouvé ma place. Faire rire la France entière, dira-t-il. En 1967, il achète le château de Clermont, un refuge où il cultive son jardin et échappe à la célébrité. Le jardinage, c'est ma comédie sans public, confiera-t-il. Louis devient une star du box-office, enchaînant les succès avec Le Cornio, 1965, Le Grand Restaurant, 1966, et Les Grandes Vacances, 1967. Son style, mêlant gesticulation frénétique, mimiques exagérées et dialogues percutants, devient une marque de fabrique. Je joue comme je respire, à toute vitesse, plaisantera-t-il. Sa collaboration avec Bourvil, en particulier, crée une alchimie unique. Bourvil était mon frère de comédie. Il calmait mon énergie, et moi, j'amplifiais la sienne, dira-t-il. Ses films, ancrés dans l'humour populaire, font de lui une figure incontournable du cinéma français. Louis de Funès épouse Germaine-Louise Élodie Carroyer en 1936, avec qui il a un fils, Daniel, né en 1937. Leur mariage s'effondre en 1939, et le divorce est prononcé en 1942. La relation avec Daniel reste distante, marquée par des visites secrètes. Mon père venait me voir, jouait du piano, dansait, mais il disparaissait vite, dira Daniel dans son livre Louis de Funès, l'Oscar du cinéma, 2011. En 1983, Daniel apprend la mort de son père à la radio, une blessure profonde. Il ne m'a rien laissé, mais j'ai construit ma vie malgré tout, confiera-t-il. En 1943, Louis épouse Jeanne Barthélemy, rencontrée au conservatoire de jazz. Ensemble, ils ont deux fils, Patrick, 1944, et Olivier, 1949. Jeanne devient un pilier, conseillant Louis sur ses choix de films et négociant ses cachets. Jeanne était mon roc, ma boussole, dira-t-il. Elle joue même à ses côtés dans Nous irons à Deauville, 1962. Mais leur mariage connaît des ombres. Pendant les 13 dernières années de sa vie, Louis aurait une liaison avec Macha Béranger, animatrice radio et actrice. Il était déchiré entre son amour pour Jeanne et ses passions, notera le biographe Jean-Jacques Gelot-Blanc. Cette liaison, bien que discrète, ajoute une couche de complexité à sa vie privée. Dans la vie quotidienne, Louis est l'opposé de ces personnages extravertis. Timide, économe, presque austère, il préfère jardiner à son château plutôt que de fréquenter les cercles mondains. Les gens pensaient que j'étais un clown en privé, mais j'étais un homme discret, presque ennuyeux, dira-t-il. Cette réserve lui vaut parfois le mépris de collègues, qui le jugent distant ou pingre. Pourtant, il est dévoué à ses fils Patrick et Olivier, soutenant la carrière d'acteur de ce dernier dans Fantomas se déchaîne, 1965, et L'Homme Orchestre, 1970. Olivier choisira finalement une carrière de pilote, aux grandes dames de son père, qui avait des opinions conservatrices et un mépris notoire pour des figures de gauche comme Yves Montand. Mon père aimait l'ordre, mais il respectait le talent, même celui de ses ennemis, dira Olivier. Jeanne joue un rôle clé dans la carrière de Louis, le guidant dans ses choix artistiques et professionnels. Lors du tournage de La Grande Vadrouille, des tensions émergent lorsque Bourvil, agacé par son influence, demande qu'elle soit écartée du plateau. Jeanne voulait le meilleur pour moi, parfois trop, confiera Louis. Malgré ces défis, leur mariage reste solide, même face aux rumeurs de liaison. Jeanne était ma maison, où que j'aille, dira-t-il. En 1971, La Folie des Grandeurs devait réunir Louis de Funès et Bourvil, mais la mort de ce dernier force un changement de casting avec Yves Montand. Le film est un succès, mais la pression commence à peser sur Louis. Le rire est un travail épuisant, il brûle l'âme, confiera-t-il. Il collabore avec Montand, improvisant des scènes comiques, mais annonce vouloir travailler uniquement avec des réalisateurs comme Gérard Houry à l'avenir. En 1971, il retourne au théâtre avec Oscar, un triomphe, mais les attentes élevées et l'improvisation constante l'épuisent. La scène, c'est une drogue, mais elle te consume, dira-t-il. En 1973, Les Aventures de Rabbi Jacob, abordant le racisme et l'intolérance, devient un triomphe malgré une sortie tendue pendant la guerre du Yom Kippour.
Louis reçoit une protection policière face à des menaces. Ce film était un pari risqué, mais le rire peut ouvrir les cœurs, dira-t-il. Le film attire 7 millions de spectateurs, consolidant son statut de star. Mais les pressions s'accumulent. En 1974, lors des répétitions de la valse des toréadors sous la direction de Jean Anouilh, Louis souffre d'une fatigue extrême et d'hypertension. Cette fatigue est une alarme, il faut l'écouter, déclare-t-il, mettant fin à la pièce après 200 représentations. En mars 1975, Louis subit une première crise cardiaque à son domicile parisien, suivie d'une seconde 9 jours plus tard. Hospitalisé à Necker, il suit un régime strict et réduit ses engagements. « J'ai cru que c'était la fin, et j'ai eu peur pour la première fois », confiera-t-il. Contre l'avis des médecins, il reprend le tournage avec L'aile ou la cuisse, 1976, aux côtés de Coluche, avec un médecin sur le plateau. « Coluche m'a redonné de l'énergie, il était comme un fils turbulent », dira-t-il. Le film, mêlant comédie et satire sociale, est un succès, mais le tournage est éprouvant. Ses derniers films, comme La Zizanie, 1978, et Le Gendarme et les extraterrestres, 1979, adoptent un style plus mesuré, adapté à ses limites physiques. « Je ne pouvais plus courir comme avant, mais je pouvais encore faire rire », dira-t-il. En 1980, il reçoit un César d'honneur pour sa carrière, un moment émouvant. « Ce César, c'est pour tous ceux qui ont ri avec moi », déclara-t-il. L'adaptation de l'Avare, 1980, qu'il réalise et joue, reflète son ambition de marier théâtre classique et cinéma populaire, malgré un accueil mitigé. « Je voulais laisser une trace au-delà du rire, montrer que la comédie peut être profonde », dira-t-il. En 1982, lors du tournage de Le Gendarme et les Gendarmettes, Louis exprime son désir de reprendre Oscar au théâtre pour une centaine de représentations et d'adapter Morticole de Léon Daudet, avec Georges Lautner ou Robert Hossein à la réalisation. Il rencontre Christian Fechner pour discuter d'un projet avec Coluche, inspiré de L'aile ou la cuisse. « Coluche, c'était une tornade, comme moi à mes débuts », dira-t-il. En janvier 1983, il assiste à la pièce Papy fait de la Résistance au théâtre du Splendid, où il improvise une version hilarante du maréchal Ludwig von Apfelstrudel en 3 minutes. Louis était en forme, il rayonnait, se souviendra Fechner. Mais sa santé le trahit. Après un séjour en montagne, affaibli par l'altitude, Louis retourne à son château du Cellier. Le 27 janvier 1983, il s'effondre d'une crise cardiaque et est transporté à l'hôpital universitaire de Nantes, où il décède à 20h30. Sa mort, annoncée par le Parisien Libéré et Presse Océan, choque la France. Plus de 3000 personnes assistent à ses funérailles à l'église Saint-Martin du Cellier, malgré son souhait de discrétion. Michel Galabru, en direct depuis Rennes, le décrit comme un frère, un génie du rire. Valéry Giscard d'Estaing et Jacques Lang rendent hommage à son talent. Le meilleur hommage à Louis, ce sont les rires qu'il continue de provoquer, dira Lang. Jeanne et leurs enfants vivent leur deuil dans l'intimité, protégés par des gendarmes. Louis de Funès a transformé ses luttes en rires, passant d'une enfance marquée par la pauvreté et l'abandon à une carrière légendaire. De la Grande Vadrouille à Rabbi Jacob, il a offert à la France des moments d'évasion inoubliables. Mais derrière le masque comique se cachait un homme complexe, confronté à des amours brisés, une santé fragile et des contradictions personnelles. Quel est ton film préféré de Louis de Funès? Son énergie dans Le Gendarme, son audace dans Rabbi Jacob ou son génie dans L'aile ou la cuisse t'ont-ils marqué? Partage tes souvenirs en commentaire, et likeur, abonnez-vous et activez la cloche pour explorer d'autres histoires derrière les légendes.